François Molins. Bonjour. Vous êtes sans doute le magistrat le plus célèbre de France, visage familier des Français également, puisque vous avez été pendant des années celui de l'antiterrorisme au moment des attentats de Toulouse et Montauban en 2012, puis de Paris en 2015. Vous êtes aujourd'hui l'un des plus hauts magistrats de l'Hexagone. Vous vous apprêtez dans quelques semaines à prendre votre retraite après 46 ans de carrière. Diriez-vous que la justice est plus efficace aujourd'hui qu'elle ne l'était quand vous avez commencé à travailler ? C'est une question qui est compliquée. Je ne pense pas qu'on puisse dire aujourd'hui que la justice est efficace. Ça serait nier tout ce qui s'est passé au cours des dernières années, cette prise de conscience effectivement qui a amené à travers le comité des États généraux à mettre les choses sur la table, à poser les problèmes de fond systémiques que l'institution connaît pour essayer de trouver des remèdes. Donc je ne dirais pas qu'elle est plus efficace, mais d'un autre côté c'est difficile de comparer la situation aujourd'hui avec celle que j'ai connue il y a 46 ans. Il y a 46 ans, l'office du juge et du procureur était beaucoup moins complexe et beaucoup moins large qu'aujourd'hui. C'était un autre monde. La difficulté, c'est qu'on a accru en permanence les compétences des juges et des procureurs sans que cette augmentation des compétences soit accompagnée des moyens nécessaires. Justement, de quoi manque-t-elle le plus aujourd'hui la justice pour faire son travail ? Mais c'est ce qui a été souligné par les États généraux, des moyens, bien sûr. Donc là-dessus, il faut tout à fait applaudir devant l'importance des moyens qui nous seront donnés jusqu'à 2027. 10 000 postes en plus, dont 1 500 Oui, 10 000 magistrats, postes, 1 500 magistrats sur 5 ans, des centaines de greffiers et d'assistants et de juristes assistants. Mais l'amélioration de la situation nécessite aussi qu'on apporte des réponses systémiques aux problèmes de fond structurels qui sont posés par l'institution et qui affectent, j'allais dire, les fonctions transverses comme le numérique et l'informatique, mais aussi les grands thèmes comme la justice civile, la justice pénale, le pénitentiaire. Et tout ça, c'est absolument nécessaire. Si on n'a que les moyens, sans les réponses exhaustives aux problèmes posés, ça ne suffira pas. Vous parlez de moyens accordés, il y a un problème d'organisation, c'est ce qu'on comprend dans votre réponse. C'est quoi la fédiversisation du droit pénal que vous déplorez ? La fédiversisation du droit pénal qu'on déplorait, c'est cette attitude qui consiste à écourter les réflexions quand on veut changer la loi et à se déterminer uniquement en fonction des faits divers qui se produisent. Un fait divers se produit, on est légitimement gagné par l'émotion qu'il a suscitée, par la souffrance des victimes, après effectivement la perte d'être cher, et immédiatement dans l'émotion, on va décider de faire évoluer la loi, souvent sans réflexion suffisante. Et c'est effectivement toute l'histoire de l'évolution du droit pénal au cours des 30 ou 40 dernières années. Et ça, c'est effectivement quelque chose qu'on avait souligné, notamment dans le comité des États généraux, et que je pense qu'il faut peut-être essayer de limiter, parce que c'est pas forcément la bonne méthode. Quand on change la loi, il faut prendre le temps de la réflexion. En vous écoutant, je prends un exemple d'actualité, celui de la série d'accidents qui a été provoquée par des conducteurs sous l'emprise de drogue. Ouais. Le gouvernement a réfléchi à mettre en place un délit d'homicide routier parce que lorsque ces accidents ont pu causer le décès d'une personne, c'est souvent ces conducteurs tombent souvent sous le coup de l'homicide involontaire. Est-ce que vous dites, comme le gouvernement, il faut changer la loi, ou alors là, on tombe dans la fédiversisation que vous venez d'évoquer? C'est pas à moi à déterminer s'il faut changer la loi. Ce que je peux dire, c'est que je partage l'émotion suscitée par ces drames. Je l'ai dit, j'ai beaucoup de respect pour les familles des victimes qui ont subi ce type d'événement. C'est pas à moi à dire s'il faut changer la loi. Simplement, si on la change, on est quand même dans des catégories juridiques relativement contraintes, parce que qu'on appelle un homicide routier ou pas routier, il y a de toute façon, à ma connaissance, deux catégories d'homicides, il y a les volontaires et les involontaires. Soit on a voulu véritablement causer la mort de la personne en face, à ce moment-là on relève de la cour d'assises et de peine criminelle, soit l'homicide est involontaire, même si on a créé les conditions qui ont pu le faciliter, par exemple en prenant de la drogue ou de l'alcool. Alors dans les cas, effectivement, je pense que c'est tout à fait légitime de sanctionner ce type de comportement. C'est ce qui est fait d'ailleurs dans le code pénal actuellement. Homicide volontaire avec une circonstance aggravante, c'est 7 ans d'emprisonnement encouru. 2 circonstances aggravantes, c'est 10 ans. Alors est-ce qu'il faut aller plus loin ? Peut-être, mais encore une fois, c'est bien, je pense que cette réflexion sur la réflexion, je pense effectivement il faut réfléchir, il faut donner du sens à tout ça. La circulation routière, c'est un ensemble de choses, on les connaît les causes, hein, c'est l'alcool, c'est les stupéfiants, c'est la vitesse. Ben, à ce moment-là, il faut agir sur les trois, essayer de donner du sens. Je ne suis pas sûr est-ce qu'il y a véritablement du sens et de la cohérence quand d'un côté on va aggraver la répression pour les faits que vous évoquez, et puis de l'autre, on fait sauter les suspensions de permis pour les petits excès de vitesse. C'est une question qu'il faut peut-être se poser.
François Molins, 70% des Français trouvent que la justice est trop laxiste. Aujourd'hui, est-ce qu'ils ont complètement tort ? Je pense qu'ils ont tort, même mathématiquement. Alors de mémoire, en 6 ou 7 ans, la durée moyenne des peines prononcées par les juridictions correctionnelles a augmenté depuis 2 mois. Et elles sont appliquées ? Alors c'est ça en réalité le gros problème qu'on a. Je pense qu'on vit dans un pays dans lequel tous les problèmes qu'on a autour de l'exécution des peines et donc de la prévention de la récidive résident dans un phénomène de non-effectivité des peines. Moi j'ai connu ça quand j'étais arrivé au ministère il y a un peu plus de 10 ans. On a toujours à peu près le même stock. On a en permanence un stock de peines inexécutées qui est de l'ordre de 95 000 à 100 000. Pour quelle raison ? Mais je pense que ça a trait d'abord certainement à la difficulté et à la complexité de la procédure, au fait qu'on n'a peut-être pas suffisamment au point un système qui permette de prendre les bonnes décisions et rapidement sur l'aménagement des peines, au fait qu'on n'ait pas suffisamment d'éléments de renseignement dans les dossiers quand les tribunaux correctionnels les statuent, et puis au fait aussi qu'il y a cette insuffisance de moyens. Donc le procès en laxisme, il n'est pas si injustifié que ça dans la réalité des peines exécutées. Les peines prononcées ne sont pas laxistes. Je pense qu'elles n'ont jamais été aussi importantes dans l'histoire de la justice, mais en tout cas, depuis 46 ans, je m'aperçois que les peines sont de plus en plus sévères. Effectivement, les problèmes qu'on a, c'est pour les ramener à exécution. Et on sait effectivement que l'effectivité, c'est un problème majeur, c'est un problème cardinal par rapport à la récidive. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut des progrès. On va parler de l'indépendance de la justice, on va parler des prisons également, François Molins, parler de l'antiterrorisme aussi, c'est un dossier qui vous a occupé pendant de très nombreuses années. Le fil info tout d'abord à 8h40 avec Maureen Suiner, avant de vous retrouver. La Russie accuse Kiev d'attaque terroriste après cet événement très rare à Moscou, une attaque de drone ce matin. Pas de victimes, mais tout de même quelques dégâts sur des immeubles. Côté ukrainien aussi, on dénonce une nouvelle attaque russe la nuit dernière. Elle a fait au moins un mort. Le plan du gouvernement est beaucoup plus offensif que ce qu'il a fait en matière de fraude fiscale, déplore l'association Attaque sur France Info. Le ministre des Comptes publics s'en prend à la fraude sociale. Il annonce notamment qu'il faudra désormais passer 9 mois en France et non plus 6 pour toucher des allocations. Il est en détention provisoire depuis dimanche soir. L'international de rugby Mohamed Awas, jugé en comparution immédiate aujourd'hui pour violence conjugale. Sa conjointe n'a pas porté plainte, mais la scène a été filmée par des caméras de vidéosurveillance. Et puis la qualification de 2 Français hier pour le 2e tour de Roland-Garros, Caroline Garcia et le jeune Luca Vonacci. Élimination par contre de Benoît Paire et Arthur Fils. Aujourd'hui, 12 Français sont sur la terre battue, notamment Richard Gasquet et Gaël Monfils, et puis aussi le numéro 2 mondial, le russe Daniil Medvedev. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brakia, Marc Fauvel. Toujours avec François Molins, procureur général près la Cour de cassation. Depuis 2013, le cordon est officiellement coupé entre le gouvernement et les procureurs. La circulaire Taubira a mis fin aux directives individuelles que pouvait donner un ministre à un procureur. Est-ce que dans les faits, il y a eu un avant et un après ? Alors d'abord, le lien n'est pas complètement coupé parce qu'il y a 2 aspects dans la fonction de procureur. On a un côté agent public de l'exécutif puisqu'on met en œuvre les directives de politique pénale du garde des Sceaux et du gouvernement. Ça, on l'a gardé. Par contre, effectivement, depuis la loi du 25 juillet 2013, Mme Taubira, le garde des Sceaux ne peut plus donner d'instructions au procureur dans la conduite des affaires individuelles. Est-ce que c'est le cas ? Il n'y a pas d'instruction dans les affaires individuelles. Est-ce qu'il y a, à défaut d'instructions précises, des coups de fil, des pressions, des discussions J'ai vécu ça, moi, à Paris, dans le cadre d'affaires hors normes, aussi bien sur le plan du terrorisme que de l'économie que financier, crime organisé. Je n'ai jamais eu de tentative de mes gardes des Sceaux successifs d'interférer dans la conduite des affaires individuelles. Ça, ce qui ne veut pas dire que vous ne vous parlez pas avec le garde des Sceaux, ou si le garde des Sceaux vous appelle, vous ne prenez pas le coup de fil au nom de l'indépendance. Non, c'est plus compliqué que ça. On peut faire remonter des informations. Donc moi, au moment des attentats terroristes, j'ai été amené, je l'assume complètement, j'ai été amené à faire remonter des informations directement à Mme Taubira. J'estimais que c'était mon devoir. Elle allait au Conseil de sécurité auprès du Président de la République. C'était normal qu'elle soit informée, aussi bien que le ministère de l'Intérieur, de ce qui est en train de se passer. Et sur d'autres affaires, ça peut arriver aussi ou pas ? Vous pouvez faire remonter d'autres choses ? Des cas individuels ? Non. On fait remonter des choses à son procureur général. Là, le contact avec le garde des Sceaux était vraiment lié au caractère exceptionnel des événements qu'on était en train de vivre. Et personne ne tente de vous approcher ou d'obtenir... Ça, je ne l'aurais pas accepté. Bon.
on est indépendant, et puis après, il suffit de le faire vivre. Il y a un statut, et puis il faut aussi avoir de la colonne vertébrale. François Molins, il manque 13 000 places de prison pour accueillir dignement aujourd'hui tous les détenus de France. Est-ce qu'il faut en construire en plus des places de prison ou est-ce qu'il faut emprisonner moins ? Mais je pense que il faut bien sûr construire des places supplémentaires compte tenu de la surpopulation, mais ça ne suffit pas, et ça n'est pas seulement en construisant des places de prison supplémentaires qu'on réglera, à mon sens, le problème de la surpopulation. C'est quelque chose qu'on fait depuis 40 ans. On n'est pas à régler le problème, et on s'aperçoit que plus on construit, et la population carcérale augmente aussi. Ça renvoie aux réflexions qu'on avait fait dans le cadre du comité Sauvé, comité des États généraux, en indiquant que pour s'en sortir, il fallait véritablement travailler sur le sens de la peine, remettre en réalité le milieu ouvert au centre du dispositif et densifier considérablement le milieu ouvert. Et je pense effectivement donc, si on veut lutter contre la surpopulation, qui est absolument pas normale, parce que la surpopulation empêche en réalité de faire des véritables actions de réinsertion au sein des prisons, il faut effectivement avoir un dispositif autre. Alors on avait fait des propositions là-dessus avec le comité des États généraux qui n'ont malheureusement pas été... Notamment l'idée d'un quota, ce n'était pas le nom qui avait été retenu, mais cette idée a été écartée par le gouvernement. C'est-à-dire de limiter la surpopulation dans les établissements. On n'était pas sur un quota, on était sur la définition d'un seuil de criticité qui consistait à ce qu'à partir du moment où un établissement pénitentiaire atteignait des proportions qui devenaient vraiment problématiques, il y avait une obligation pour l'ensemble des acteurs de se réunir et d'examiner ensemble les solutions qui devaient être adoptées pour essayer de réguler mieux la situation. Ça n'a pas été retenu. Ça n'a pas été retenu. Dans les mesures du garde des Sceaux aujourd'hui, vous savez pourquoi ? Non. Lui, il veut construire 15 000 places, Éric Dupond-Moretti, d'ici 2027, 15 000 places de prison. Il fait fausse route. Encore une fois, je redis, je pense qu'il faut construire, il y a des plans, mais je pense que ça ne suffira pas à apporter des réponses et à régler le problème. Les 30 années passées le démontrent, à mon sens. Il faut vraiment plus travailler sur effectivement le sens de la peine, l'appréhension de la récidive et densifier ce milieu ouvert pour avoir un suivi, un contrôle et un suivi beaucoup plus effectif et beaucoup plus rigoureux sur les personnes libérées ou en liberté ou en conditionnel. François Molins, la Palme d'Or du Festival de Cannes, la réalisatrice Justine Triet a créé la polémique ce week-end après ses propos. Dans le contexte de la réforme des retraites, elle a parlé, je cite, de contestation niée et réprimée de façon choquante. Est-ce que vous pensez la même chose ? Alors moi, je n'ai pas, comme magistrat, à me rentrer dans ce type de jugement moral sur une appréciation générale. Tout ce que je peux dire là-dessus, c'est que dans mon office individuel, je l'ai fait quand j'étais procureur Paris, et mes collègues dans leur office individuel sont là pour apprécier effectivement les suites à donner et la caractérisation des éventuelles violences qui auraient été commises par les personnes qui ont été arrêtées par la police. Sauf que là, vous avez bien vu dans l'actualité les arrestations préventives, les arrêtés préfectoraux pour interdire des casserolades. Est-ce que le gouvernement est allé un peu trop loin ? Est-ce qu'on a eu affaire à un pouvoir répressif pendant ces dernières semaines ? Il y a une gestion des manifestations qui essaie de s'adapter à la violence qui peut avoir cours dans ces différentes manifestations. Alors bien sûr, c'est pas le cas des casserolades. Il faut appliquer la loi strictement, appliquer la loi pour ce pourquoi elle a été faite. Alors, je redis notamment, par exemple, les périmètres de protection, voilà, c'est pas fait pour empêcher les gens de manifester. Je précise vos propos, François Molins. Certaines dispositions de la loi antiterroriste qui visent à interdire certains attroupements ont été utilisées localement par des préfets. Là, vous considérez que c'était une erreur ? C'est pas normal. La loi n'a pas été faite pour ça. Les périmètres de protection pouvaient être institués en lien avec les menaces terroristes constatées par les préfets. Je note d'ailleurs que le ministère de l'Intérieur a rappelé d'ailleurs assez rapidement, avec une instruction de la DLPAJ adressée à tous les préfets, qu'il ne fallait pas effectivement se livrer à ce genre d'interprétation. Il y a eu des abus en ce sens. Il y a eu des abus en ce sens. Oui, nécessairement. Vous avez connu, François Molins, les tueries de Mohamed Merah à Toulouse et à Montauban en 2012, les attentats de Paris en 2015, l'attentat de Nice également en 2016. Qu'est-ce que vous en avez gardé aujourd'hui, au-delà des images terribles qu'on a tous en tête ? Bon, bien sûr, les images qui sont toujours là, qui sont terribles et dévastatrices. Et puis le sentiment, le souvenir d'un sentiment extrêmement anxiogène.
d'une situation vraiment hors norme à laquelle on était confronté et devant laquelle on se demandait jour et nuit si effectivement on serait capable d'être efficace et contre laquelle on pourrait effectivement lutter. Et ça, effectivement, c'est difficile à vivre, ça fait douter. Ça fait douter de quoi ? Ça fait douter de la qualité de son travail, de son efficacité, parce qu'on se rend compte que quoi qu'on fasse, et autant qu'on fasse, on n'est pas sûr, effectivement, d'arriver à arrêter tout ça. Donc c'est effectivement extrêmement anxiogène, mais ce sont des situations, finalement, qu'on est arrivé à surmonter. Et je dis toujours, au bout du compte, je pense que ce climat et l'importance des enjeux ont transcendé les équipes. C'est-à-dire que ça nous a véritablement transcendé dans le fonctionnement. On a donné tout ce qu'on pouvait, et je pense qu'on est arrivé à l'époque au parquet de Paris à un degré en lien avec les services de police et de renseignement, vraiment une belle efficacité. Est-ce qu'il y a dans ces cas-là une place, même infime, pour l'émotion, ou est-ce que vous faites tout pour la bannir ? Non, bien sûr, il y a toujours une place pour l'émotion. Les magistrats, les avocats sont des hommes. Hein. On fait de l'humain en permanence, donc c'est normal d'avoir des émotions. L'enjeu, c'est de savoir la gérer. Alors chacun la gère à sa façon, mais je pense que quelqu'un qui n'aurait aucune place dans sa tête et dans son corps pour l'émotion... Comment vous avez fait, vous ? J'ai lu que vous aviez eu recours à un psychologue à la suite des attentats. Oui, ça c'est après. Moi, en général, j'ai toujours un petit moment de recueillement sur ce genre de scène de crime. Et puis après, le psychologue, j'y suis passé comme mes collègues, hein, parce que je pense que c'était une attitude relativement saine. Et puis, il fallait voir effectivement ce qui s'était passé. Mais ce sont des exercices éminemment personnels, tout ça. Vous continuez aujourd'hui à vous tenir informé du risque terroriste en France ? Oui, bien sûr. Oui, où en est-il ? Alors, je n'ai pas l'expertise des services de renseignement, mais je pense que le risque a bien sûr évolué. Hein. Ce n'est pas le risque d'attentat projeté avec l'acuité qui était la sienne en 2015. Je pense que le risque est différent. Le risque, il y a le terrorisme djihadiste. Hein. Je pense qu'il y a aussi des risques de terrorisme ultra, hein, notamment ultra-droite. Ça, c'est certain. Il y a donc ce risque, on va dire, de terrorisme inspiré avec le risque de voir passer à l'acte des individus isolés qui ne seront pas forcément dans les radars des services de renseignement. Et puis je pense qu'il y a aussi toujours ce risque de cellules dormantes, hein, avec des gens en provenance de pays étrangers qui ne sont pas forcément identifiés. Et ça, c'est certainement plus difficile à gérer. Et puis de toute façon, sur un plan géopolitique, Daesh existe toujours. Hein. Oui, justement, sur le risque djihadiste, est-ce que le retrait de la France du Sahel et le retrait des Américains d'Afghanistan a augmenté le niveau ? Alors, j'ai peut-être pas la qualité d'expertise suffisante pour répondre à ça, mais objectivement, ce qu'on peut voir, c'est que Daesh au Moyen-Orient, c'est pas terminé, et en Afrique, le risque a métastasé. Hein. Il est en train de déborder largement de la zone sahélienne. François Molins, procureur général près de la Cour de cassation, et l'invité de France Info jusqu'à 9h, 8h51. Le fil info avec Maureen Suignard. L'Ukraine dit avoir abattu 29 drones sur 31, la plupart au-dessus de Kiev et sa région ces dernières heures. Des annonces alors que la Russie accuse Kiev d'avoir mené ce matin une attaque terroriste à Moscou. 8 drones neutralisés au-dessus de la capitale russe selon le ministère de la Défense. Quelques dégâts mineurs sur des bâtiments signalés. Le début d'une profonde métamorphose industrielle dans le Pas-de-Calais. Une immense usine de batteries pour voitures électriques ouvre aujourd'hui à Douvrin. L'objectif est de construire 500 000 batteries par an d'ici 2030 grâce à 2000 salariés. Le président du groupe Bruno Retailleau, les groupes Les Républicains acceptent de travailler avec le gouvernement sur la loi immigration. Bruno Retailleau ferme par contre la porte à la création d'un titre de séjour spécifique pour les métiers en tension. L'exécutif souhaite aboutir à un texte à l'automne. Si vous êtes allergique, vous êtes déjà au courant avec des yeux qui grattent, qui piquent, une toux qui ne part pas. La quasi-totalité de la France est en alerte rouge pour le risque d'allergie au pollen graminé. 6 départements résistent encore, de l'Orne au Finistère, tous sont en risque moyen. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brakia, Marc Fauvel. Toujours avec le procureur général près la Cour de cassation, François Molins. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, vient de saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour lui demander son avis concernant l'expression publique des magistrats. Est-ce qu'un magistrat, ça ferme sa gueule ou ça démissionne ?
Non, c'est pas comme ça que le problème se pose. Le Conseil supérieur de la magistrature a effectivement été saisi de cette demande d'avis. Il lui appartiendra de répondre. Ce qu'on peut dire par rapport à la question que vous posez, c'est que les magistrats sont entre deux pôles de principe. Devoir de réserve d'un côté. Le premier, c'est l'obligation de réserve qui résulte de leur statut, qui sert en réalité à protéger leur impartialité et leur apparence de neutralité. Mais ce sont des citoyens et ils ont aussi, comme tout citoyen, un droit fondamental qui est la liberté d'expression. Donc il faut effectivement comment on trouve l'équilibre concilier ces deux choses. Le Conseil supérieur de la magistrature a eu l'occasion de répondre à cette question dans une décision bien connue qui concernait l'ancien juge d'instruction de Monaco, monsieur Levrault, dans lequel effectivement il indique que l'obligation de réserve ne saurait cantonner les magistrats au silence. Donc les magistrats ont droit à une expression publique à partir du moment où leur expression ne vient pas discréditer l'image de la magistrature, sa dignité, et s'inscrit dans un débat général, mesuré, sans exagération. Donc c'est effectivement tout ça qu'il faut voir. Est-ce que ça ne trouble pas parfois la lecture de certaines décisions? Je prends un exemple, c'est celui de Nicolas Sarkozy, condamné récemment en appel dans l'affaire Bismuth, qui dit « L'une de mes deux juges aujourd'hui avait critiqué très fortement ma réforme de la justice en 2009 ». Est-ce que ça ne pose pas problème? Écoutez, l'expression de cette juge dont personnellement je ne me souviens pas, mais je fais crédit à M. Sarkozy, s'il le dit, ça doit être vrai. L'expression de cette juge intervenant dans un débat qui est tout à fait différent, cette collègue est juge d'instruction, et il y a une réforme qui consiste à supprimer l'instruction. Je pense que c'est effectivement participer au type de débat général que j'évoquais, que de vouloir venir donner des arguments contre un projet de réforme. En quoi est-ce que ça vient attenter à l'impartialité de cette collègue sur un cas particulier? Dans ce devoir de réserve et cette liberté d'expression, il y a un rôle particulier aussi, qui est celui des chefs, entre guillemets. Quand vous êtes premier président ou procureur général de la Cour de cassation ou premier président ou procureur général de Cour d'appel, c'est aussi votre devoir d'intervenir. Ça a été votre cas. Vous aviez dénoncé l'an dernier les conditions de travail de vous exprimer des magistrats. publiquement. Vous vous êtes fait tirer les bretelles que vous n'avez pas par Éric Dupond-Moretti qui avait qualifié vos propos de scandaleux. Vous vous êtes expliqué exemple avec lui? Mais j'étais dans mon rôle. Aujourd'hui, les chefs de la Cour de cassation sont chefs de la Cour de cassation et président le Conseil supérieur de la magistrature. Ils assistent le président de la République dans sa mission de garantie d'indépendance de la justice, et c'est leur rôle de défendre leur institution. Ils ont une légitimité du fait de leur nomination, et c'est un devoir impérieux pour eux de le faire. Éric Dupond-Moretti est sous la menace d'un procès devant la Cour de justice de la République, soupçonné d'avoir voulu régler des comptes avec des magistrats avec qui il était en conflit lorsqu'il était avocat. Est-ce que ça l'affaiblit, ou alors est-ce que vous dites comme lui, je suis présumé innocent? Je ne veux pas répondre à votre question, que la Cour de cassation en est saisie, va statuer prochainement sur un pourvoi, donc là je vais appliquer véritablement la réserve et je m'abstiendrai, si vous me permettez, de répondre à votre question. C'est votre successeur, puisque vous allez bientôt partir à la retraite, François Molins, qui représentera l'accusation à ce procès s'il a lieu. Qu'est-ce que vous lui donnez comme conseil? Je n'ai aucun doute sur le fait que mon successeur, Rémy Hetz, agira avec toute l'impartialité et l'indépendance requise. Ouais, Rémy Hetz qui a donc été nommé par Elisabeth Borne plutôt que par Éric Dupond-Moretti, justement parce qu'il était hors de question que ce soit le garde des Sceaux qui nomme son propre accusateur. La situation est quand même un tout petit peu, ubuesque. Oui, tout à fait. Tout comme effectivement, c'est assez particulier de voir un Premier ministre choisir le nom de celui qui ira requérir contre un membre de son gouvernement. Lorsqu'il a été nommé ministre, Éric Dupond-Moretti s'est déporté de toutes les affaires en lien avec ses anciennes activités d'avocat. Est-ce que vous diriez que ça a été une erreur de nommer un avocat à ce poste de garde des Sceaux? Je ne veux pas rentrer dans ce genre de polémique. Je n'ai pas, comme magistrat, commenté les décisions du président de la République. Mais un garde des Sceaux qui ne peut pas traiter certaines affaires, au-delà du cas d'Éric Dupond-Moretti, considérons que c'est une question sans son nom, ça pose un problème ou pas? Et les décrets de déport en sont la matérialisation. Hein. Oui, donc ça pose problème. Oui. À quoi va ressembler, François Molins, votre vie de retraité dans quelques semaines? Comment est-ce qu'on passe de 46 ans dans la justice à la vie d'après? C'est un changement complet et radical qui n'est pas forcément
si facile à vivre, mais bon, c'est la vie. Après 46 ans, je pense qu'il faut passer à autre chose. Et puis, il y a des jeunes générations qui viennent derrière. Donc, ça, c'est normal. Moi, je vais garder des activités. Qu'est-ce que Je vous allez suis faire ? pas... Je pense que je vais... D'abord, je ne ferai pas les mêmes choses en dégradé. Je pense que je vais faire des choses différentes en essayant de me rendre utile autrement autour des thèmes transmettre et partager. Je pense que j'ai acquis une certaine expérience, donc je vais essayer de la valoriser pour continuer à me rendre utile, mais toujours dans cette dimension service public, service des autres. Vous remettrez les pieds dans un tribunal ou plus jamais ça ? Je serai sûrement amené à remettre les pieds dans un tribunal, mais pas comme magistrat pour poursuivre ou pour juger. Dans le public ? Éventuellement, ou comme invité, ou pour parler, faire des conférences, mais pas comme acteur. La politique, ça vous tente pas ? Non, absolument pas. C'est un nom franc. Ok. Franck, Irrévocable. non plus. Oui, c'est un nom irrévocable. Oui, oui. Oui, d'accord. Merci beaucoup François Molins. Bonne retraite à vous. Dans quelques semaines, vous étiez ce matin l'invité de France Info. Merci.